Préparez-vous, accrochez-vous, petit café, hein, pourquoi pas des biscuits, parce que cette vidéo va servir de, en quelque sorte, mini dossier sur l'Afghanistan et les talibans. Alors pourquoi s'intéresser finalement à ce pays, outre le fait qu'il y a beaucoup d'articles qui en parlent? Eh bien justement, on va essayer de répondre à cette question qui est primordiale et pourquoi elle est primordiale, hein. Entre autres parce que en ce moment il y a notamment des débats sur le fait de est-ce qu'on peut continuer à renvoyer des ressortissants afghans dans leur pays ou bien pas. Hein, concernant l'immigration, on avait parlé des sans-papiers, maintenant on parle de réfugiés, et c'est justement ce statut de réfugié en fait qui est remis en question. Est-ce que ce sont des réfugiés suite à l'envahissement de l'Afghanistan par les talibans ou bien en fait non, ce sont plutôt juste voilà encore une fois des personnes qui tentent de de trouver des raisons pour finalement s'établir dans nos contrées. Bref, on va lire deux articles. Un qui résume toute la situation en Afghanistan et deux, ce sera sur l'armée talibane et comment est-ce que finalement elle a réussi à s'imposer aussi vite et aussi fort parce que l'avancée est vraiment flippante et dramatique et c'est important, je trouve, hein, c'est intéressant de savoir comment ils ont fait. Bref, c'est parti mon kiki. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ça. Afghanistan, les talibans vont-ils rétablir leur régime moyenâgeux? Déjà, petite parenthèse, hein, on parle de régime moyenâgeux et sachez que moi je le sais que mon prof d'histoire du Moyen-Âge était toujours excédé parce que régime moyenâgeux, on prend le Moyen-Âge comme quelque chose de négatif, toujours comme quelque chose de réducteur, etc. Or, au Moyen-Âge, il se passait. Enfin, dans l'imaginaire collectif, le Moyen-Âge, c'est quelque chose de dépassé. Or, quand on s'intéresse au Moyen-Âge, justement, eh bien, il y a plein de choses hyper intéressantes et plein de. Donc voilà, régime moyenâgeux n'est peut-être pas le meilleur, je dirais, adjectif, c'est ça, que j'aurais utilisé. On va dire un régime dépassé plutôt, excessif, extrême. L'Afghanistan se prépare à connaître un nouveau changement de régime dans les prochaines semaines. Ce pays à l'histoire mouvementée assiste à l'inexorable avancée des talibans à la faveur du retrait des forces étrangères. De l'aveu même des responsables américains, l'actuel gouvernement pourrait s'effondrer dans les 3 mois. Les autorités de Kaboul ont proposé ce jeudi aux talibans un partage du pouvoir en échange de la fin des violences. Donc pour ceux qui ne sont pas très au courant, hein, puisque là c'est quand même un bon gros résumé, en effet, donc l'armée américaine, depuis, je crois, mai 2021, commence à retirer ses troupes. Elle avait déjà commencé la préparation bien avant, etc. Mais là, c'est le gros des troupes qui part. C'est prévu que les troupes s'en aillent complètement le 31 août. Or, depuis le début de ce mois, voire même, je crois, juillet, je sais plus. Bref, je commence à me perdre un petit peu, mais ça se passe tellement vite que parfois. Mais effectivement, en tout cas, ces derniers jours, les talibans ont porté des gros coups, hein. Ils ont d'abord commencé à conquérir je vais dire, les villes, les villages alentours, hein, les villages finalement qui sont faciles à prendre parce que moins protégés évidemment que les villes par le gouvernement afghan. Et puis en fait, tout à coup, boum, ils commencent à conquérir super vite aussi les villes, au point que là, on voit l'État afghan complètement perdu, qui ne sait plus quoi faire, à en plus avoir des querelles internes au sein même de la coalition gouvernementale, car ce serait une démocratie justement instaurée par les Américains, et donc d'influence américaine certes, mais quand même une démocratie. Et vous allez voir, c'est quand même, voilà, les Afghans, c'est quand même, pas les Afghans, pardon, les talibans, ils sont quand même bien trash, hein. C'est pas des enfants de cœur, les gars, hein. À quoi ressemblerait un gouvernement taliban en 2021? Sera-t-il une copie conforme du régime intégriste et violent qui avait tenu le pays entre 1996 et 2001, ou les talibans ont-ils évolué vers une forme plus pragmatique de gouvernance? Pour rappel aussi, les talibans, c'est ceux qui étaient derrière les attentats du 11 septembre 2001, et c'est pour ça que l'Amérique notamment a été en Afghanistan.
vers le rétablissement de l'émirat taliban. L'idéologie qu'ils défendent n'a en tout cas pas changé. Les talibans veulent rétablir un émirat islamique où sera appliquée une interprétation restrictive et littérale de la charia, la loi islamique. On peut imaginer qu'il y aura un gouvernement répressif, prévoit Nicolas Gosset, chercheur à l'école royale militaire. On voit déjà que dans les zones dont ils reprennent le contrôle, les talibans imposent leur vision très radicale de la religion dans la vie quotidienne. Le leadership taliban est resté largement le même que celui qui était en place à la fin des années 90. C'est la même génération d'hommes proches du Mollah Omar, le fondateur du groupe intégriste. Sur le terrain, en revanche, il y a eu un renouvellement complet du commandement, remarque Nicolas Gosset. Alors, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire justement un parallèle avec la religion, forcément, puisque ils se disent islamistes. Et en fait, moi, là derrière tout ça, justement, quand on parle d'un gouvernement répressif, moi j'y vois plutôt, en fait, justement, un gouvernement digne. On va arriver au point Godwin, préparez-vous, mais justement plus digne du fascisme, du nazisme et autres trucs du genre. Et c'est pour ça que j'arrive au point Godwin, parce qu'au moins ça parlera à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, alors, c'est pas des Hitler, parce qu'évidemment, Hitler, il a conquis quand même toute l'Europe, il a fait une guerre qui était mondiale. Ici, on peut pas parler de guerre mondiale, évidemment. Donc c'est quand même à relativiser. Mais les parallèles que je trouve assez intéressants, c'est que Hitler, en fait, au début, il s'était rapproché de la religion catholique, il avait eu l'aval de la religion catholique, avant de la remplacer, en fait, par le nazisme. Le nazisme, c'est une idéologie qui remplace toutes les religions. Donc c'est presque une religion en elle-même, où, pour rappel, hein, le Führer est finalement presque la divinité du pays. Donc tout ça pour dire qu'il faut pas s'arrêter à la religion, il faut essayer de justement s'ouvrir. Et même si effectivement ces personnes croient peut-être réellement en l'islam ou quoi que ce soit, ce que personnellement j'ai des gros doutes, parce que pour moi ça représente pas du tout la vision que j'ai de l'islam, et pas du tout la vision que j'ai même de manière générale de la religion. Pour moi c'est justement plutôt un prétexte en fait, hein. On revient toujours à ça, mais c'est vraiment un prétexte pour finalement manipuler des gens, hein. T'es pas bien dans ta vie, bah c'est parce qu'il y a Dieu, quoi. Et du coup, bah toi, tu vois, c'est un peu le raccourci qui, selon moi, ils font et qui n'est pas pour moi la religion, en fait. Mais surtout derrière, on a des gens aussi qui veulent prendre du pouvoir, qui veulent prendre un contrôle, qui veulent conquérir un pays. Et c'est bien ça qu'il faut garder en tête, hein. C'est ça qui est important. C'est que c'est pas juste des gens qui croient en Dieu et qui veulent que tout le monde croit en Dieu. C'est pas juste ça, évidemment, hein. Ce sont des gens qui littéralement veulent avoir du pouvoir. Et du coup, ils utilisent la religion, mais pas que, pour asseoir leur répression, leur gouvernement dictatorial. À l'image de la population afghane, les combattants talibans sont à l'image de la population afghane aujourd'hui, une population très jeune. Plus de la moitié de la population afghane a moins de 20 ans. Ceux qui combattent ne sont donc pas ceux qui étaient là au début des années 2000, mais les cadres sont dans une certaine mesure les mêmes. S'il est clair que les talibans veulent instaurer un État islamique, cela va-t-il se faire de la même manière qu'il y a 20 ans, s'interroge le chercheur. La manière dont ils vont mettre en place leur agenda politique reste une question ouverte. On aurait en tout cas un État théocratique islamiste autoritaire, mais on ne sait pas si on va retourner dans la gouvernance moyenâgeuse, terme très apprécié hein, par les historiens, comme je le disais, que l'on a vu à la fin des années 90. Évidemment, la situation a changé. Entre-temps, il y avait eu notamment Ben Laden qui a foutu la merde dans cet état et qui leur a valu quand même l'apparition de l'armée américaine. Et bon, voilà, les talibans, vous allez voir après, ils ont beau être quand même organisés. L'armée américaine, qu'est-ce que tu veux, ils mettent 1000 milliards, je crois, de dollars dans leur armée, donc ça fera jamais le poids, quoi. Pas les bienvenus dans les villes. Comme d'autres spécialistes, et ça je trouve très intéressant, comme d'autres spécialistes, Nicolas Gosset pense que le mouvement va tenter de se modérer pour se faire accepter dans les zones où il est mal vu, principalement les grandes villes. Là, toute une génération a profité de l'ouverture offerte depuis 20 ans par la présence des troupes étrangères et d'un gouvernement soutenu par l'Occident. Les Afghans qui ont goûté à la liberté supportent mal la perspective d'un retour en arrière. Une partie de l'Afghanistan s'accommode de l'idée d'un nouveau pouvoir taliban, relève Nicolas Gosset. Mais il y a une proportion équivalente, si pas supérieure, qui vit leur arrivée dans la peur. Dans les grandes villes, qui ne sont pas encore sous contrôle taliban, les gens sortent le soir dans la rue et ils manifestent pour dire que leur ville n'appartient pas aux talibans. C'est une société divisée, entre autres par le clivage entre les villes et les campagnes. Et je trouve
trouve que ça, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, c'est la même chose dans nos contrées. C'est-à-dire que dans nos contrées, je veux dire en Occident, hein, dans les pays démocratiques, on voit une réelle différence finalement entre la campagne et les villes. Et c'est assez marrant parce que je pense que même sociologiquement, c'est intéressant dans le sens où on a l'impression que justement, plus on a de contacts humains, hein, plus on est serré et en quelque sorte agglutinés les uns sur les autres, et plus on a tendance à vouloir, enfin, je sais pas trop comment le dire parce que j'allais dire vouloir plus de démocratie, mais c'est vraiment pas le bon terme, hein. Mais je vais dire vouloir plus de progressisme dans ce sens-là, vouloir plus de liberté, vouloir être plus aussi tolérant, etc., etc. Toutes ces idées-là du progressisme finalement. Et alors que justement dans les villages, et c'est assez marrant parce que ça par contre des études ont été faites, hein, mais par exemple on a constaté une corrélation entre le fait que moins tu étais en contact avec des étrangers, donc notamment des personnes de couleur de peau différentes ou des populations différentes, et plus tu as de chances d'être raciste ou justement discriminant ou antisémite, etc. Et c'est une corrélation qui est quand même très intéressante et je ne sais pas encore si c'est justement une corrélation ou une causalité, mais en tout cas, en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est extrêmement intéressant parce qu'au final, parfois, on a juste cette impression qu'en fait, il suffit de mettre les gens en lien les uns avec les autres, hein, pour que le problème du racisme et autres soit réglé. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça, sinon ça ferait longtemps peut-être que ça serait terminé. Mais en tout cas, c'est sûr que les personnes souvent les plus racistes, et ça vraiment, je le sais parce que j'ai vu beaucoup d'études passer dessus, ils en ont parlé souvent, on l'a vu aussi avec le Brexit, les différents référendums, etc. Les personnes qui sont le moins en contact finalement avec des gens différents d'eux, eh bien sont les plus intolérants parce qu'en fait, c'est normal parce qu'en fait, on joue sur leur peur justement de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc par exemple des gens de couleur de peau différente, pour leur intégrer des idées. Et donc ici en Afghanistan, ça a l'air d'être exactement la même chose, sauf que justement moi je le vois comme je vous le disais, un peu comme le nazisme. C'est un peu comme si tout à coup, vous savez, nous, on avait l'extrême droite qui, pour le moment, est vraiment terrée quelque part, et tout à coup, qui commençait à conquérir des villages et puis ensuite des villes. Ce serait l'enfer, quoi, pour faire un état dictatorial, un espèce de Reich alternatif, quoi. Et je crois je crois sincèrement que c'est la même chose, que c'est un parallèle qui n'est pas biaisé, que c'est un parallèle qui peut être fait, parce que c'est vraiment, il y a trop de similitudes entre les deux groupements, et les mêmes manières finalement, les mêmes méthodes de manipulation et d'asservissement finalement de la population. Donc personnellement, je trouve ça extrêmement dur et triste pour cette population afghane qui est plus, j'ai envie de dire, plus proche finalement de nos mœurs et de notre manière de penser la liberté et la démocratie, alors que les talibans sont beaucoup plus, je vais dire, dans une réalité beaucoup plus crue, beaucoup plus dure et, bref, violente. Gagner les cœurs et les esprits. Les talibans semblent ne pas vouloir reproduire les erreurs commises par l'actuel gouvernement et ses parrains américains qui ne sont jamais parvenus à gagner les cœurs et les esprits des Afghans. La multiplication des bavures durant les années de guerre, la corruption, l'inadéquation des décisions ont creusé un fossé. On peut penser que dans un premier temps, les talibans vont polir leur comportement, prévoit Nicolas Gosset. Ils vont essayer de se montrer les moins intégristes possibles pour se rendre acceptables à la population urbaine. L'enjeu, ce sera la population des villes. On remarque déjà que dans certaines zones reprises, les nouvelles autorités rétablissent d'anciennes restrictions mais avec des modalités légèrement assouplies. Dans les années 90, les talibans interdisaient la détention d'un appareil de radio. Aujourd'hui, les radios sont autorisées, mais ils limitent les contenus. Il n'y a pas de musique diffusée dans les zones contrôlées par les talibans. Putain, ça doit être tellement relou, quoi. Mais encore une fois, là, on peut aussi faire un parallèle, justement. Mais c'est vraiment, si je fais ce parallèle, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, ici, on est moins dans une question de religion que dans une question, en fait, de politique et de pouvoir, en fait, hein, de dictature, réellement. C'est que, effectivement, les nazis et les fascistes, d'ailleurs, hein, et ce ne sont pas les seuls, hein, on peut voir aussi en Corée du Nord, par exemple, en Chine, les médias sont effectivement scellés, hein, ils sont en effet, il ne peut être diffusé que ce qui est accepté par l'État,
Et donc c'est vraiment un point commun entre toutes les dictatures, quelle que soit leur religion et quel que soit leur soi-disant principe, hein. C'est toujours la même chose, hein. Et bien sûr, vous voyez que dans l'article, on n'enlève pas la responsabilité américaine là derrière. C'est vrai que c'est bien beau de dire aux gens, vous êtes libres, maintenant c'est la démocratie YOLO, mais sans aider justement ces institutions à se construire, sans investir dans ces pays pour que justement, ils puissent être autonomes en fait. Alors, on va le voir après, l'Amérique a quand même formé notamment l'armée, etc. Mais voilà, ils n'ont pas fait en sorte que la corruption s'arrête, de pouvoir justement établir, j'ai envie de dire, une démocratie saine. Non. Eux, ils avaient quand même, on va pas se mentir, un intérêt derrière, un intérêt stratégique, puisque le Moyen-Orient, stratégiquement, c'est hyper intéressant. Et en plus, l'Amérique a toujours manqué d'influence dans ces pays-là, donc ça les arrangeait bien d'intervenir là-bas. Droits des femmes et valeurs islamiques. Sous leur contrôle, les filles peuvent fréquenter l'école primaire, mais les cours tournent essentiellement autour de la lecture du Coran. Les talibans se sont engagés à garantir les droits des femmes, mais dans le cadre des valeurs islamiques. Ça me fait rire comme... ça me fait penser beaucoup dans le... Enfin, c'est comme le cadre des valeurs républicaines. On en avait parlé il y a pas longtemps de la laïcité. Dans les cadres des valeurs laïques, voilà, pour moi, c'est un peu... quand j'entends cadre des valeurs insérer mot, pour moi, c'est toujours compliqué parce que, en fait, enfin, en tant que, je vais dire, athée plutôt, hein, j'essaye de combattre les dogmes et justement les valeurs ancrées. Et je pense que quelles que soient les valeurs, il faut toujours être capable de les remettre en question. Et mettre un cadre de valeurs, pour moi, c'est le contraire de la pensée laïque ou de la pensée neutre. Bref. Cette formulation leur permet de rétablir les nombreuses restrictions qu'ils avaient imposées aux femmes il y a 20 ans. Les femmes doivent porter la burqa pour sortir de chez elles et être accompagnées par un homme de leur famille. Les flagellations et les lapidations resteraient d'application. Ne tolérant pas la critique publique, les talibans ne respectent pas la liberté d'expression. Évidemment, ce serait trop demandé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, moi je me rappelle mon prof d'histoire, c'était une phrase qui m'avait frappé, mais il m'avait expliqué quand il y avait, quand les Américains sont arrivés en Afghanistan, et que des femmes afghanes ont vu des femmes dans l'armée américaine, malgré qu'il y en ait eu très peu, enfin qu'il y en avait très peu, eh bien, en voyant que c'était possible pour une femme d'être dans l'armée, il y a des femmes qui s'immolaient à l'époque. Voilà, de désespoir. Tellement elles étaient en mode... Enfin, parce que c'est horrible en fait. Tellement elles se rendaient compte du système dans lequel elles vivaient. Et il avait utilisé ça pour expliquer à quel point, en fait, voilà, une population qui est contrôlée pendant très longtemps, et typiquement la Corée du Nord en est le meilleur exemple, hein, eh bien, tu peux lui faire croire, mais n'importe quoi, parce que c'est toi qui racontes l'histoire. C'est toi qui racontes les choses comme tu le veux. Et en fait, si tu empêches en plus les paroles contraires, comme dans n'importe quelle dictature, eh bien, du coup, il n'y a jamais de remise en question. Et du coup, ces personnes sont persuadées qu'elles sont libres, alors qu'en fait, leur esprit est complètement verrouillé et qu'il y a plein de verrous. Mais tant qu'en tout cas, elles n'ont pas de problème vis-à-vis du pouvoir, elles se sentiront toujours libres et toujours justes, etc. Et c'est ça le fanatisme notamment. C'est vraiment ça, c'est basé sur ça, hein. C'est pas pour rien que Hitler en fait formait des enfants au nazisme, c'est parce que c'est comme ça en fait que tu réussis à faire en sorte qu'une dictature dure le plus longtemps possible. Bref, opération de relations publiques. Les dirigeants talibans cherchent aussi à améliorer leur image à l'extérieur du pays et multiplient les contacts diplomatiques. Ils mènent depuis des années des discussions avec un émissaire américain dans la perspective du départ des forces internationales. Américains et talibans ont conclu un accord en ce sens à Doha en février 2020. Les talibans se sont alors engagés à ne plus abriter de mouvements terroristes internationaux comme ils l'avaient fait pour Al-Qaïda avant les attentats du 11 septembre 2001. Ils ont reconnu avoir commis des erreurs et luttent désormais farouchement contre le groupe État islamique qui s'est implanté en Afghanistan. Ne plus provoquer les Américains. Officiellement, les talibans n'entretiennent plus de relations avec Al-Qaïda, même si certains liens ont pu subsister. Mais ils devraient s'abstenir, au moins dans un premier temps, de provoquer une nouvelle intervention militaire américaine dans le pays. Leur opération de séduction s'étend aux pays voisins, qui s'interrogent sur la sécurité de leurs frontières et sur leurs futures relations avec ce pays turbulent. Des représentants talibans ont mené des rounds de négociations en Russie, et Pékin a récemment reçu une délégation talibane. J'arrive plus à parler, Taliban. C'est aussi une façon de montrer à la population qu'un État afghan, taliban, est en train de s'établir et d'être reconnu.
Alors le problème, c'est que c'est toujours dans un premier temps ce qu'ils vont faire. Le problème, moi je crois, hein, de ce genre de truc, c'est un peu comme l'État islamique, où on le voit naître de loin comme ça, on se dit, bon, c'est un truc du tiers-monde, on s'en fout, qu'ils fassent leur popote où ils veulent, même s'il y a des morts et tout, et que c'est triste, on s'en bat les steaks. Et puis à un moment donné, ces gens veulent forcément, c'est des gens qui sont avides de pouvoir, c'est des gens qui sont avides de... Voilà, il y a un moment donné, forcément, ils vont se dire, voilà, enfin... Ben Laden, c'est littéralement ce qu'il s'est dit, quoi. C'est à un moment donné, pourquoi est-ce que je m'arrêterais en fait à mon pays si je peux aller exploser des tours à l'autre bout du monde et que ça aura autant de retentissement que si je conquérais un pays limitrophe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec quand même un œil attentif et l'analyser. Pas de partage du pouvoir. Pendant ce temps, le Qatar continue d'accueillir des négociations entre les talibans et le gouvernement afghan en présence des représentants des États-Unis, de Chine, du Royaume-Uni, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, des Nations Unies et de l'Union Européenne. Ah, et pas de la Russie, tiens, c'est marrant. Un porte-parole du groupe a sèchement rejeté la proposition de partage du pouvoir formulée par le gouvernement. Nous n'accepterons aucune offre car nous ne voulons pas nous associer avec l'administration de Kaboul. Nous ne travaillerons pas une seule journée avec eux, a-t-il dit. En même temps, c'est normal. C'est comme négocier avec Hitler. Alors, Hitler avait l'intelligence de négocier et de faire des paroles en l'air, mais enfin l'intelligence, la malhonnêteté, on va dire plutôt. Et mais effectivement, les talibans sembleraient, bah, et en même temps, ils sont en train de tout gagner. Donc bon, bref. Voilà, voilà. On va passer à l'article numéro 2 où on va essayer d'étudier justement comment ça se fait que les talibans on peut conquérir aussi vite tant de territoires. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, ma jeunesse, effectivement, on parlait beaucoup des talibans, on rigolait beaucoup autour de ça, etc., quand j'étais petit, et de Ben Laden et tout ça. Et au final, ce qui est intéressant, hein, c'est que, en fait, à l'époque, on voyait beaucoup les talibans avec, vous savez, une Kalachnikov, et puis ensuite, juste un turban sur la tête, et puis un peu le paysan, je vais dire, du Moyen-Orient, qui part à la bataille avec sa calache, et puis démerde-toi, quoi, voilà. Ce qui était le cas à l'époque, hein, plus ou moins. Or, aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit pas tout, et c'est un article de Mediapart, avant c'était un article de RTBF, je sais plus si je l'avais dit, mais ici c'est un article de Mediapart qui revient justement sur l'entraînement militaire taliban. L'unité du danger, c'est commando taliban à l'assaut de l'Afghanistan. La poussée des forces talibanes en Afghanistan est saisissante. Les capitales de province tombent les unes après les autres entre les mains des étudiants en théologie, témoignant d'une démoralisation de l'armée afghane et d'une professionnalisation des forces insurgées, dont de mystérieux commandos. Alors, vous allez voir, étudiants en théologie, ils vont le remettre énormément en perspective juste après, hein, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des vrais étudiants en théologie. Hein. Comme d'ailleurs Psychodélique, je crois, il a fait études des religions, je sais pas quoi là. C'est pas lui, hein. C'est pas ce genre de personne, non, vous allez voir, c'est tout un autre acabit. Militairement, les talibans ont bien changé, même si le gros de leur bataillon est encore constitué d'étudiants issus des madrasas, écoles religieuses pakistanaises, et de paysans qui n'ont souvent guère eu d'autre choix que de les rejoindre, des unités nouvelles sont apparues dans leur rang. Et ce sont elles qui ont permis ces derniers jours la conquête rapide de 4 capitales de provinces afghanes, dont des villes importantes comme Kunduz et Sheberghan. Ce sont elles aussi qui, sans doute, le moment venu, se lanceront à l'assaut des 5 grandes cités afghanes, Mazar-i-Sharif, Herat, Kandahar, Ghazni et enfin Kaboul. Alors Kandahar, je pense que ça a été pris dernièrement. Donc l'article, je crois il est sorti voilà, le 10 août. Aujourd'hui on est le 13, donc c'est normal que toutes les nouvelles soient pas encore à jour. Une photo mise en ligne en avril 2020 sur Twitter par le porte-parole des insurgés, Zabihullah Mujahid, montre les membres de l'un de ces commandos s'entraînant en montagne dans la neige. Chaque combattant est bien équipé, vous allez voir, je vous montre quand même l'image, portant casque, uniforme, bottes, genouillères et dispose d'un fusil d'assaut américain. Et ça c'est important. Selon plusieurs officiers de l'armée afghane, les combattants de Sarakita possèdent même des lunettes de visée nocturne sur leurs armes, ce qui permet aux snipers de faire des ravages la nuit dans les rangs gouvernementaux. Donc, on n'est plus l'armée talibane avec des kalash en mode YOLO, on est vraiment sur une armée visiblement qui se professionnalise et qui a en plus du matériel américain. Et si c'est avéré, c'est quand même, il y a quand même une putain de question qui doit se poser derrière. Comment ça se fait qu'ils ont accès à du matériel américain? Parce que le matériel russe,
Franchement, c'est courant, mais du matériel américain, aïe aïe aïe. Sur d'autres clichés, on les voit à l'entraînement porter des t-shirts frappés du sigle des Sarakita. On les reconnaît aussi à un bandana rouge qui signifie leur appartenance à ce groupe d'élite. Ils ont pas de bandana rouge, eux. C'est faux. Ces photos, de même qu'une vidéo de 70 minutes, titrée La caravane des héros numéro 13, les talibans les utilisent principalement à des fins de propagande, car les commandos ont aussi pour mission d'aider au recrutement de nouveaux volontaires, en montrant que les étudiants en théologie, ce que signifie le mot taliban en langue arabe, voilà, ça je l'ignorais. Vous apprenez donc un truc, hein. Taliban, ça veut dire étudiant en théologie, ce qui est fortement cynique et assez horrible, je trouve, mais bon bref, sont aussi des combattants modernes et en capacité de mettre en déroute l'armée afghane, y compris ses forces spéciales. Cette propagande leur sert aussi à l'extérieur de l'Afghanistan pour montrer leur capacité opérationnelle. Rien de comparable avec les séminaristes fondamentalistes des années 1990-2010, formés à la hâte, qui partaient se battre, parfois sur le temps de leurs vacances scolaires, d'où le nom de talibans saisonniers, sans uniforme ni treillis, seulement vêtus du traditionnel chalwar kamise et du turban de rigueur et armés de rustiques kalachnikov. Dans le même tweet, le porte-parole des talibans indiquait le nom de leur mystérieux chef qui ne semble pas être afghan, Ammar ibn Yasser. Il est décrit comme le Mujahid des Mujahideen. Son prédécesseur, Bilal Zadran, j'espère que j'ai un bon accent, hein. Si j'ai un bon accent, vous me le dites, hein. Si j'en ai un mauvais, on va faire semblant que j'en ai un bon, ok? avait été tué par une frappe américaine le 1er décembre 2017 dans la province de Helmand, au sud du pays. J'ai envie d'apprendre l'arabe un jour, mais bon, un jour. Mais pour l'essentiel, on ne sait rien des Sarakita, car si la propagande talibane les met en valeur par des photos et des vidéos, elle ne révèle rien d'autre, à commencer par leurs effectifs. Et les responsables talibans, autres que le porte-parole, ne sont pas autorisés à en parler. Cette volonté de garder le secret sur le groupe fait partie d'une stratégie et contribue à les faire craindre davantage. Donc, on a vraiment plus l'armée qu'on avait pu connaître, hein, ce qui explique que notamment... il me semble que les Américains, justement, le disaient souvent d'ailleurs, hein, que l'armée talibane évolue avec le temps, et puis c'est normal, ça me paraît logique. Maintenant, on dirait quand même qu'il n'y a pas que des Afghans, puisque apparemment, voilà, il y a un chef qui n'est pas afghan, ce sont quand même des écoles religieuses pakistanaises, enfin bon bref... L'Afghanistan a l'air d'être un petit peu le carrefour entre plusieurs personnes d'autres nations qui veulent gagner en pouvoir et en influence, quoi. Et ça, c'est pas très cool. C'est le moins qu'on puisse dire. Une rare image de la prise du bâtiment du gouvernement local par les talibans de la ville de Sheberghan le 7 août 2021. On sait cependant que l'une de leurs bases se trouve dans le Paktika, dans l'est afghan, une province frontalière du Pakistan. Le seigneur des lieux est Sirajuddin Haqqani, l'un des membres du triumvirat qui dirige les talibans et le responsable de toutes les opérations militaires de l'organisation. Il est aussi le dirigeant au sein des talibans qui a la plus haute proximité idéologique avec Al-Qaïda. Et ce n'est pas incompatible. Sirajuddin Haqqani est également l'homme de l'Inter-Service Intelligence, ISI, la branche militaire des services secrets pakistanais qui a la main sur le dossier afghan dans les hiérarchies du mouvement, d'où des soupçons portant sur l'implication de l'ISI ou d'Al-Qaïda dans l'entraînement des Sarakita. Leurs photos et vidéos circulent d'ailleurs sur The Voice of Jihad, le site de l'organisation terroriste. Je ne suis pas sûr que les Américains s'attendaient à ce que tout à coup, justement, les talibans soient eux aussi entraînés par une armée professionnelle et qui a du savoir-faire. Changement de technique, changement de stratégie. La création du groupe remonte à 2015 et il a rapidement joué un rôle important dans la reconquête par les talibans de la province du Helmand au lieu de la culture du pavot qu'ils avaient perdue l'année précédente, non sans infliger de lourdes pertes aux forces américaines et britanniques qui les en avaient chassés. Nous ne pouvons nier que les talibans changent leur technique de combat et que ce nouveau groupe s'inscrit dans leur nouvelle approche et leur nouvelle tactique. Ils sont à présent bien équipés et lourdement armés, avait déjà averti le général Abdul Razik, chef de la police de la province voisine de Kandahar. L'unité du danger a visiblement été créée à l'imitation des forces spéciales occidentales. Mais selon Bill Roggio, un expert en stratégie militaire pour le site américain spécialisé sur le djihadisme de Long War Journal, on doit davantage le comparer aux troupes de choc ou aux unités de commando qui vont en contact avec leurs ennemis plutôt qu'aux forces spéciales, dont la mission est d'intervenir sur les arrières et les voies de communication. Donc ce sont plutôt finalement des paracommandos, quoi.
euh, plutôt que vraiment des forces spéciales, puisque les forces spéciales, c'est effectivement les gars qu'on envoie au casse-pipe à 5 pour aller libérer 10 otages, c'est un peu ce qu'on voit dans les films finalement. Si les forces talibanes ont changé, leur stratégie aussi. En 1996, quand les talibans avaient conquis le pouvoir et vaincu le commandant Massoud, ils étaient partis du sud de l'Afghanistan pour remonter jusqu'à Kaboul. Ils avaient ensuite progressé en direction du nord, qui leur est traditionnellement très hostile du fait qu'ils concentrent une partie importante de la population persanophone. Les talibans sont essentiellement des Pashtuns. C'est aussi dans cette partie du pays que la résistance à leur endroit avait été alors la plus importante. Or, cette fois, c'est depuis le nord qu'ils ont lancé leur offensive, à la surprise du camp gouvernemental, empêchant dès lors la constitution de forces armées qui leur seraient hostiles. Leur poussée est saisissante autant que fulgurante, sans doute à cause de l'épuisement et de la démoralisation de l'armée afghane. Ainsi, ils contrôlent à présent 26 des 28 districts de la province du Badakhshan, nord-est de l'Afghanistan, qui fut le quartier général des forces anti-talibanes entre 1996 et 2001, et le fief incontesté du défunt président afghan Burhanuddin Rabani. Les talibans l'ont assassiné en septembre 2011. Puis, comme s'ils voulaient prendre entièrement le pays dans leur nas, les talibans se sont employés à contrôler les principaux postes frontières du pays avec l'Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Pakistan, enfin l'Ouzbékistan depuis la prise dimanche de Sheberghan. Bastion du chef de guerre ouzbek, le général Abdul Rachid Dostom, la chute de cette ville de près de 180 000 habitants était certes attendue, mais pas aussi rapidement. Donc, en fait, ils ont usé de stratégies extrêmement judicieuses, hein, finalement, extrêmement fortes, extrêmement puissantes. On voit que finalement, justement, c'est un peu comme s'ils s'étaient préparés depuis 20 ans à ça, et qu'ils avaient réfléchi leur plan depuis extrêmement longtemps, alors que, bon, bah, nous, on va dire comme ça, je dis nous de manière générale, en Occident, hein, avec le retrait de l'armée américaine, bon, on s'est dit, bon, ah, ça bon, ils vont se démerder, hein, c'est bon, on vire les troupes et voilà, quoi. Sans préparer de plan au cas où ça se remettrait en place, ou au cas où, justement, quels seraient les sites stratégiques à protéger, à défendre, et comment faire pour le défendre. Bref, c'est la panique totale en Afghanistan et franchement, quel échec monumental pour l'Amérique. Non seulement ils ont jamais, entre guillemets, gagné cette guerre, mais en plus, en partant, ça redevient exactement comme avant. Donc ils n'ont rien changé. Une unité de commando Sarakita dans une vidéo de propagande talibane. Dostom, dont le ralliement au commandant Ahmad Shah Massoud en 1992 avait provoqué la chute du régime communiste de Najibullah, qu'il servait jusqu'alors, et sans doute l'un des hommes les plus haïs par les talibans. En décembre 2001, peu après l'intervention américaine en Afghanistan, il avait enfermé des centaines de prisonniers talibans dans des containers, les laissant mourir de suffocation. Ben, sympa le gars. D'où la crainte que les rebelles se vengent sur la population, ce qu'ils avaient déjà fait en août 1998 à Mazar-i-Sharif en reprenant la ville dont ils avaient été chassés, massacrant entre 4000 et 6000 Hazaras, une ethnie de confession chiite qui leur avait opposé une féroce résistance. Les corps des victimes avaient jonché les rues pendant plusieurs jours, les talibans ne permettant pas aux habitants de les ramasser. Donc ça me fait beaucoup penser aussi, si vous avez déjà vu ce film, je vous préviens, ce film est extrêmement trash, hein, c'est vraiment pour un public extrêmement averti. City of Life and Death, qui est un film sur la cité de Nankin en Chine, lorsque les Japonais ont envahi la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, et que après en fait avoir conquis Shanghai, qu'ils pensaient conquérir en 3 jours, et qui finalement ont conquis en 3 semaines, je crois, 2-3 semaines, hein, ça avait créé une énorme frustration dans l'armée japonaise, qui était fanatisée et qui se croyait la meilleure du monde, et les Chinois vraiment super nuls à chier, et qui finalement en fait ont pris 3 semaines pour prendre une ville qu'ils avaient calculé donc de prendre en 3 jours, et ils arrivent à cette seconde ville qui est Nankin, et où en fait vraiment c'est du déferlement, de massacres, de haine, enfin c'est horrible, et ce film l'illustre très bien, et pourtant le film est encore soft comparé à ce qu'ils ont fait, et quand tu te dis que c'est encore soft, si vous avez déjà vu le film, bah
Vous savez à quel point, du coup, le film n'est pourtant pas soft. Hein. Apparemment, les forces de Dostum, tristement célèbres également pour leur cruauté, mais en principe combative, ont dû abandonner la ville à la suite des attaques menées en même temps sur 5 fronts différents. Même les bombardements américains ne leur ont pas permis de tenir le siège. Pour Kunduz, la grande ville du nord-est, à 300 km de Kaboul, qui compte 270 000 habitants et fut déjà prise par 2 fois, en 2015 et 2016, par les talibans, la bataille a été acharnée et pourrait se poursuivre encore. Mais désormais, le drapeau taliban flotte sur la place principale. Des images montrent des destructions importantes, notamment celles de dizaines d'échoppes et de boutiques. Les insurgés ont également libéré des centaines de détenus incarcérés dans la grande prison de la ville. Le gouvernement afghan est menacé de perdre le contrôle du Nord, qui a une grande valeur stratégique, souligne Bill Roggio. Sans le contrôle du Nord, d'importants politiciens afghans, des seigneurs de guerre et des responsables gouvernementaux vont perdre la base de leur pouvoir. Et sans le Nord, le gouvernement afghan a peu de chances de survivre à l'offensive des talibans. À présent, les rebelles contrôlent désormais 5 des 9 capitales provinciales du Nord, et des combats sont en cours dans les 4 autres. Et sur l'ensemble de l'Afghanistan, ce sont 6 capitales qu'ils ont prises sur 34. Ils se rapprochent à présent de Mazar-i-Sharif, la grande ville du Nord défendue par son gouverneur Mohamed Atta, un ancien chef des Moudjahidines afghans qui fut proche du défunt commandant Massoud et a fait savoir qu'il préférait mourir en luttant jusqu'au bout plutôt que de s'enfuir. Il s'était montré un excellent combattant pendant la guerre contre l'envahisseur soviétique. C'était il y a plus de 30 ans. Voilà pour un espèce de gros débrief sur l'Afghanistan. Évidemment, faites votre opinion. Moi, je vous partage malgré tout la mienne. C'est bien en août 1998 que les talibans ont repris Mazar-i-Sharif et non en 1988 comme indiqué avant correction de cette coquille. Ah oui, d'accord, oui. Je pense qu'ils l'ont corrigé du coup. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement triste. J'ose à peine imaginer, j'ai vraiment l'impression... je vais le dire un peu comme ça, mais ceux qui justement parlent des immigrés, qui disent mais allez vous battre dans votre pays plutôt que de fuir, ici on est typiquement en fait dans cette pensée, on est typiquement dans cette, comment, je saurais même pas dire, on est typiquement en fait dans cette mentalité. Ils font tout pour résister à cet envahisseur taliban totalement extrémiste et dépassé en termes de pensée et d'idéologie. Et là, on a quand même des gens qui se battent sur le terrain, qui font du mieux qu'ils peuvent pour protéger leur pays. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné où en fait, ils vont pas le faire indéfiniment. Et c'est un peu comme, justement, c'est pour ça que je vais terminer d'ailleurs avec cette analogie avec la Seconde Guerre mondiale, où c'est un peu comme quand la France est tombée et qu'il y a eu justement, regardez à quel point il y a eu des manières différentes de survivre à l'invasion allemande. Il y en a qui sont restés et qui sont morts, il y en a qui ont fui dans d'autres pays, il y en a qui ont négocié avec les envahisseurs pour avoir une espèce de France libre. Il y en a qui, voilà, il y a tellement de manières différentes que, en fait, on ne peut pas dicter une manière qui est bonne et universelle dans laquelle les gens doivent réagir et que forcément ça va leur sauver la vie. Parce que vous avez vu le nombre de résistants qui ont été tués, le nombre d'innocents même, tout simplement, qui ont été tués, le nombre de personnes qui ont été tuées pour un oui ou pour un non, dans le sens où t'es homosexuel, boum, t'es mort. Tu es un opposant politique, boum, t'es mort. Tu es un communiste, boum, socialiste, pareil, enfin bon bref. Donc il faut, je pense personnellement qu'il faut garder ça en tête. Et je sais qu'en France, par exemple, on a suspendu donc le rapatriement des Afghans dans leur pays d'origine. Mais en Belgique, on a notre secrétaire d'État qui décidément adore se faire remarquer, a écrit une lettre ouverte à l'Union européenne pour demander que ce ne soit pas encore fait, que l'on puisse continuer à expatrier, non c'est pas expatrier, pardon, à rapatrier, pardon, des Afghans en Afghanistan, des immigrés afghans. Or, quand on entend tout ça, quand on entend tout ce qui se passe, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un peu comme je vous le disais, si l'extrême droite commençait à prendre le contrôle du pays, et que moi, par exemple, voilà, je vous le dis ici en vidéo, j'ai pas peur de le dire, je me dis ouvertement, je me sens de gauche ouvertement, et imaginez, vous imaginez, genre, je dois vivre dans un pays dans lequel je sais qu'il y a des gens qui tuent juste pour mes pensées, pour mes idées. Et inversement, si vous êtes de droite, imaginez, vous vivez dans un pays où il y a des gens complètement d'extrême gauche qui commencent à tuer tous ceux qui sont de droite.
Je pense que vous fuiriez, et ce serait totalement logique et compréhensible. Et ça, c'est important de le garder quand on parle d'immigration, etc. C'est important de connaître les situations sur place, d'où la lecture de ces articles. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et puis sinon, on se dit bien à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise et bon courage aux Afghans. Tout mon soutien.